C'est bon? Bonjour tout le monde, je me présente, Adel Chaibi, je suis, c'est bon comme ça, il faut que je rapproche le micro. Donc je suis ingénieur chez Intel en IA, enfin plutôt Deep Learning, et mon quotidien c'est plutôt du dev, du soft, beaucoup de travail avec les collaborateurs ou plutôt les partenaires d'Intel pour intégrer nos technos, et aussi pas mal de recherche avec des centres de recherche extérieurs à Intel. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de... Enfin, le titre, c'est AI Everywhere, for Real This Time. Un petit jeu de mots, mais rapidement, donc, ça sera une introduction. Je vais ensuite parler de la convergence. Est-ce que l'IA est en train de converger? Quand on tend vers l'infini, est-ce que l'IA, ça devient les LLM? C'est un peu provocateur, mais c'est pas... Voilà. Et LLM et développeurs, puisqu'on a, je pense, une ambiance de développeurs. Et je finirai par une petite conclusion sur ce qui nous semble être des possibilités d'amélioration des modèles Deep Learning. Alors j'ai mis pas mal d'illustrations que j'ai essayé de faire en sorte que ce soit en rapport avec la thématique. Et là j'ai mis Jules Verne, qui était un visionnaire. Moi j'adore, j'aime bien, donc j'essaie d'en mettre quand je peux. Et everywhere, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'IA partout. Partout, pour tout le monde, dans les PC, dans le cloud, un peu partout. Et pour tout le monde. Et donc pour les différents usages. Ça, c'est une vision qu'on a. Et c'est possible, hein, probablement ça va être le cas. Maintenant, ça apporte quelques questionnements ou quelques challenges sur, admettons qu'on souhaite aller vers cette IA pour tout le monde et partout. Comment faire pour construire ces modèles et comment construire des infrastructures qui vont permettre d'avoir cette IA un peu partout. Alors, il y a déjà la question d'hétérogénéité en termes de matériel, ou de hardware, puisque si on veut déployer l'IA un peu partout, il y a un besoin que les architectures qui vont hoster cette IA soient adaptables aux besoins en termes de compute, de power et tout. Mais également quelque chose de très important qui est, à mon sens, on est en train de rentrer dans une période transiente, je ne sais pas si on dit, de changement permanent, où on va peut-être connaître pas mal de ruptures technologiques. Et donc, il y a un besoin de décorréler l'IA, autrement dit le soft, comme PyTorch et compagnie, les modèles, avec tout ce qui est matériel. Et et puis le troisième point, si on veut que l'IA soit déployée partout et donc utilisable par partout, elle doit nécessairement être open source, open weights, pour ceux qui parlent des poids ouverts, des modèles, mais également open specification, donc des spécifications ouvertes en termes de construction d'infrastructures. Bon, j'ai essayé d'énumérer les différents arguments pour lesquels, qui soutiennent en fait ce que nous essayons et nous pensons être très important pour soutenir l'IA. OneAPI, donc c'est une initiative qui, ça consiste en fait, c'est des spécifications ouvertes. Nous avons notre propre implémentation. Et l'idée majeure, c'est justement de pouvoir adresser différents types de matériel, des CPU, des GPU, des accélérateurs. Et donc, il y a cette notion de décorréler, puisque je pense que je ne sais pas combien de gens font du deep learning ici, mais si vous vous rappelez, il y a quelques années, tout le monde faisait du café, enfin, ça remonte quand même maintenant. Je pense que le framework est presque mort maintenant. TensorFlow était, on va dire, le framework de référence, maintenant c'est PyTorch. Donc on sait très bien que ça change et ça peut changer très vite. Donc l'idée centrale ici, c'est de construire des fondations technologiques assez solides, hein, très important, puisqu'on veut déployer des technos partout, ou l'IA partout, mais également assez flexibles pour permettre à cette
technologie qui est assez spécifique et assez déroutante d'évoluer dans le temps. Donc ouvert, mais également pouvoir adresser non seulement différents types de compute, mais également la concurrence. Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre à Intel, mais il y a une implémentation AMD et puis il y a un traducteur de code, le CUDA Versicle. Je peux m'étaler sur ça, mais c'est grosso modo, on a un SYCL qui est un DPC++, un Data Parallel C++, donc qui est l'équivalent de CUDA, et puis on reprend toutes nos API middleware, la MKL pour le Math Kernel Library, on a la OneDNN pour l'encodage des différentes opérations au niveau réseau de neurones, et ensuite on les branche au PyTorch et TensorFlow, puis quand vous faites votre petite convolution ou autre, si vous exécutez sur une architecture particulière, la bonne routine sera appelée. Voilà. Donc c'est assez simple dans tout ce qui est développement et décorrélation et ne pas avoir des technologies qui soient liées. Donc ça, c'est la vision qu'on a et de construire des fondations technologiques. Donc pour revenir au LLM, et justement ça a été assez déroutant depuis l'apparition de ChatGPT. Est-ce que l'IA est en train de converger vers l'LLM à l'infini, quand on tend vers l'infini, pardon? Enfin, moi, je peux vous dire tout de suite non, évidemment que non. Mais bon, c'est un peu techniquement, ce n'est pas ce qui se passe. Par contre, c'est la perception qu'on a, ou en tout cas les gens qui sont à l'extérieur du deep learning, on peut avoir cette perception-là. C'est surtout un phénomène de buzz. Les résultats sont assez exceptionnels, mais il y a quand même cette notion de hype qui dure quand même maintenant, depuis ChatGPT, ça fait un peu plus d'1 an. Et donc, tout simplement, là, qu'est-ce qu'un LLM, ou plutôt qu'est-ce qu'un modèle génératif? Donc, c'est un modèle qui génère de la data. A Next Token Prediction Machine, c'est un modèle qui va apprendre une probabilité de distribution sur un corpus de données. Ni plus, ni moins. Tous les modèles sont basés sur ça. Ils prennent un input, ils sortent le prochain token. On reprend le token, on le met en input, et il génère le prochain mot. Donc ça marche comme ça. Tous les modèles, GPT-3, Llama, n'importe quel modèle, sont basés sur cette technologie-là. La différence majeure, elle est dans comment on construit le dataset. Le plus important, c'est les données. Et je pense que, je ne sais pas si vous connaissez Mistral ou si vous êtes assez familier, c'est peut-être l'état de l'art, mais c'est aussi leur sauce secrète, c'est comment ils ont entraîné le modèle. Ce n'est pas l'architecture elle-même, puisqu'ils sont partis sur la base Llama. Et je parlerai un peu de l'open source tout à l'heure. Donc, voilà ce que c'est qu'un modèle génératif. Il y a eu deux issues, deux problèmes, on va dire, ou deux problèmes qu'on a essayé de résoudre avec les LLM ou avec les modèles génératifs, qui sont la façon de représenter les mots. Dans les convolutions, par exemple, on avait tout à fait la possibilité si on prend les images, par exemple, quand on apprend un modèle à reconnaître un chat, il apprend les poids, et donc il apprend les poids des filtres pour pouvoir reconnaître un chat sur une image. Les mots, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer deux mots sur la ressemblance au niveau du nombre de caractères au lexical. Donc, il y a eu les embeddings qui sont très importants. Donc, c'est la façon de représenter l'information, les mots, ce qu'on appelle un espace latent. Ici, l'exemple est assez intéressant. Vous pouvez regarder, je l'ai pris de Wikipédia, et Word2Vec, c'est quelque chose qui est l'une des évolutions dans le deep learning. Mais pour faire simple, on va prendre un mot, ou plutôt un token, parce qu'on n'a pas assez de ressources de compute, on essaie de compresser. Ce mot-là, ou ce token, va être encodé dans un vecteur, de manière assez aléatoire. Et ensuite, on va entraîner le modèle. Et ce qui va se passer, c'est que ces vecteurs-là vont bouger dans l'espace vectoriel, et les mots qui sont similaires vont finir plus ou moins proches. Ça veut dire quoi similaire? Ça veut dire qu'ils apparaissent souvent dans le même contexte. Moi, j'avais mis un autre exemple, mais je n'ai pas le slide, donc cat and car, j'ai que ça en tête. Ils sont assez proches, mais ils n'ont aucun rapport. Par contre, chat et chien, ce sont deux mots qui sont assez similaires et qui sont interchangeables. Donc, c'est très important, cette notion d'embeddings, parce que ça a apporté une abstraction, un niveau d'abstraction qui, en plus de ça, permet dans cet espace latent qui va être commun entre différentes modalités, donc texte, image et autres, de passer à l'un à l'autre.
Et donc, c'est ce qui permet de faire du texte vers l'image ou vice-versa. L'autre point aussi important, c'est qu'on peut aussi faire de l'arithmétique parce que le vecteur qui lie man and woman, c'est le même en fait, même direction, même longueur. Donc si on prend le vecteur queen minus king plus man, on va tomber sur le vecteur woman. Donc on peut aussi jouer comme ça, et c'est comme ça qu'on passe vers l'espace latent qui est commun entre les différentes modalités, et on va jouer sur cet espace latent, et on peut changer l'output. Voilà un peu comment ça marche. Et à droite, attention layer, donc c'est un mécanisme qui permet tout simplement, enfin, disons que les convolutions qui étaient orientées sur j'utilise, même si on peut mettre un batch d'images, je traite une seule image, là on est passé à un set d'input, ce qui est mathématiquement plus juste. On manipule un set d'objets, donc un ensemble d'objets, on calcule les probabilités entre ces différents objets et ensuite on fait du feed-forward. Et en plus, il n'y a pas de dépendance entre les couches d'attention. C'est ça en fait l'avancée majeure de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause, enfin, grâce à ce papier-là, Attention is All You Need en 2017. C'est surtout ça, parce que ce papier-là a permis de scaler, a permis de casser le côté récurrent qu'on a dans les textes, puisque les textes, il y a quand même une temporalité. Et grâce à cette techno, on a réussi à casser cette temporalité et de pouvoir traiter des corpus de texte de manière parallèle. Et donc arriver à 70 milliards, 150 milliards de paramètres, comme on le voit aujourd'hui. Je me suis un peu trop étalé sur ce slide, je vais essayer d'accélérer un peu. Voilà, justement, en fait, donc on a explosé le nombre de modèles, on voit l'idée en fait de la communauté deep learning qui souvent n'est pas forcément dans la recherche, mais plutôt dans la recherche empirique, on va dire, et plutôt d'ingénierie, c'est d'observer qu'est-ce qui va se passer si je rajoute en fait des paramètres, si j'étends le nombre de datasets, si je rajoute du compute, et qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est exactement ce que ça a donné. On voit il y a 3 branches avec encodeur, décodeur, encodeur, décodeur. Il y a des modèles qui sont fermés, donc c'est OpenAI, et les autres qui sont ouverts, pour la plupart. Et je pense que oui, Google aussi sont fermés. Donc voilà, sauf que là, ça pose un problème, c'est qu'on ne peut pas juste scaler. On ne peut pas rajouter le nombre de paramètres et dupliquer le dataset et rajouter du compute pour essayer de voir qu'est-ce qui va émerger de ces modèles. À un moment donné, on vit dans un monde physique qui est limité, et donc on ne peut pas aller vers l'infini ou tendre vers l'infini indéfiniment. Et on a vu, enfin, là je pense que je n'ai pas mis à jour ce slide parce que dans tout ce qui est LLM, ça change toutes les semaines. C'est un peu déroutant. Donc il y a quelques semaines ou quelques mois, mais bon, il y en a d'autres encore plus petits et plus intéressants. Mais la tendance avait commencé déjà avec Palmy 2 de chez Google qui ont déjà essayé de réduire la taille des modèles. Et vous verrez pourquoi, parce que déjà ça pose une question aussi d'utilisation et de consommation de ces modèles. Parce que c'est sympa de même dépenser 5 millions pour entraîner un modèle qui fait 176 milliards. Et ensuite, il va pouvoir l'utiliser, pouvoir le déployer. Et derrière, une requête sur ChatGPT, il me semble, j'avais vu au début, c'était 36 centimes $. C'est pas tenable si on a des millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, il y a un coût d'inférence qui est très important. C'est le plus important, ce n'est pas le training. Le ticket d'entrée pour faire le training, certes, il est assez élevé et il est à la main de quelques-uns, mais pour la plupart des utilisateurs et les différents usages, c'est l'inférence qui va être le plus important. Il y a aussi la notion de latence. Latence, bon, nous les humains, on interagit, on a quand même une certaine latence, et donc il n'est pas forcément toujours critique d'avoir quelque chose de très très rapide et de mettre des Rolls-Royce pour des choses qui n'ont pas forcément... On n'a pas besoin forcément d'accélération tout le temps. Ça dépend du besoin, encore une fois. On parle d'inférence, on ne parle pas de training. Il peut y avoir du compute ou de l'inférence sur du CPU simple, avec des accélérateurs dédiés, où on joue sur l'arithmétique, la compression, on utilise du int8, 4, maintenant même j'ai même vu 2 bits, où on encode un poids sur 2 bits. Et aussi des GPU, mais des GPU plus petits. On n'a pas forcément besoin des gros GPU comme H100 ou chez nous Max. On a des petits GPU et généralement pour l'inférence, ça peut faire l'affaire. Et aussi, ça peut être la porte ouverte à différents accélérateurs. Alors, chez nous, on a ce qu'on appelle Habana Gaudi qui sont des accélérateurs dédiés, mais j'ai vu que
Rien qu'en 2023, il y a pas mal une dizaine de startups qui sont quand même assez avancées sur apporter une nouvelle façon de voir le compute et donc de trouver des paradigmes différents sur le compute. Donc ça, c'est très important. Et puis, smaller is beautiful, hein, comme je l'avais vu dans un bouquin. Mixture of experts, c'est rajouter des heuristiques ou des patchs au LLM et aller vers des modèles plus petits qui peuvent être déployés sur un simple laptop. C'est aussi quelque chose de très important et on va le voir arriver de plus en plus, là on est plutôt sur un assistant qui va venir nous aider à chercher sur nos documents ou dans les mails ou l'autocomplétion plus. Alors on peut parler du code Llama qui permet d'écrire du code. Ça ne remplace pas le développeur aujourd'hui, absolument pas. Mais en tout cas, ça aide à accélérer la productivité. Par contre, dans 5-10 ans, je ne peux pas m'avancer. Voilà. Alors voilà, le open versus close, source, weight. Il y a une petite faute de frappe. OpenAI, j'aurais dû rajouter un espace entre open et AI parce que c'est en 2 mots. C'est pas la boîte. Donc il y a le modèle fermé comme on connaît de certains où on a accès à ces modèles à travers des API. Parfait. Et puis il y a l'autre partie qui est plutôt sur de l'open source. Cette fois-ci aussi grâce à Meta, il faut le dire, et surtout Llama et puis Llama 2, qui ont non seulement open sourcé les poids des modèles, mais aussi la façon dont ils ont entraîné le modèle, ce qui est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a Mistral. Ça parce que Meta a fourni la procédure d'entraînement. Encore une fois, c'est une question de données. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces modèles. 2017, c'était magique, on va dire, en tout cas, ce qu'ils ont fait, les embeddings, mais ce n'est pas un progrès d'un point de vue purement algorithmique. Le progrès ou le challenge qui a été assez important, c'est comment réussir à entraîner ces modèles sur presque tout Internet, en partie sur nos données également. Donc, je disais Llama, ça a été et puis je crois que c'est du Apache, licence Apache, donc aussi commercialisable. Et puis derrière, ça a fait plein de petits bébés, puisqu'on est sur de la recherche empirique, comme je disais. Je ne sais pas si ça vous parle, ces mots-là, RAG, Fine Tuning, tout ça, MOE. Dans la communauté de Deep Learning, on adore donner des noms à des choses qui existaient avant, mais ça fait sympa et ça fait cool. Par contre, le lien à droite est très intéressant et je ne vous cache pas, je l'ai trouvé ce matin, parce que je me disais, il me faut une image sur ce slide, et je ne savais pas que quelqu'un allait avoir l'idée de prendre un LLM pour faire du k-means, pour faire de la segmentation. C'est assez déroutant, mais ça marche. Ça a l'air en tout cas, je ne l'ai pas testé. Mais c'est assez intéressant et c'est inattendu. Donc, tout ça pour dire, le fait d'avoir open sourcé, open weighté, si on peut dire, en tout cas les poids ouverts, et la procédure d'entraîner, d'avoir tout ça public, ça a permis l'accélération et l'avancée à laquelle on est aujourd'hui. Si on a Mistral, je disais, ou si on a du RAG, c'est aussi parce qu'on a l'open source. Et ça, c'est très important. Et ça va dans le message que j'essaye de faire passer depuis tout à l'heure en disant AI everywhere. Ça ne peut pas se faire sans avoir un système ouvert. Fine-tuning, RAG, je ne sais pas si j'ai des slides après, mais pour faire très simple, on a un modèle qui est préentraîné, et donc après, il y a des patchs. Ces modèles-là ont un problème. Imaginez, quand vous les entraînez, ça coûte 5 millions, par exemple. On ne va pas les entraîner tous les 6 mois, quoique, pour certains. Il y a certaines informations auxquelles ils n'ont pas accès. Donc on va un peu les patcher. En fait, c'est un peu comme nous, les humains. Quand on ne sait pas quelque chose, on va aller taper sur Wikipédia et puis on a accès à l'information. Après, on va faire les experts. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait. Donc on va étendre le dataset et la base de connaissances de ces LLM, sans avoir à les réentraîner parce que ça coûte très cher. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très connu dans ces réseaux de neurones, ce qu'on appelle catastrophic forgetting. Ils ne sont pas comme nous les humains, ils ne peuvent pas apprendre de manière incrémentale et en ligne. C'est offline, donc à froid. Et si on doit réentraîner le modèle, il faut entraîner from scratch. Et ça, c'est un pan de recherche qui n'est pas assez mis en avant malheureusement, mais qui est très intéressant. Donc les LLM et les développeurs, il me reste combien de temps ? Un quart d'heure ? Merci. Donc LLM et développeurs, j'ai entendu alors beaucoup parler de ça va remplacer les développeurs et tout.
Comme je disais, dans le futur, moi, je n'en sais rien. Je pense que, comme tout le monde, on a tous été surpris par ChatGPT. Même les plus grands experts, on va dire, en LLM, ou en tout cas ce qu'on appelait avant NLP, Natural Language Processing. En tout cas, à mon sens, les LLM, aujourd'hui, donc, ne sont pas capables de remplacer les développeurs. Absolument pas. Ça peut aider, mais ça ne peut pas remplacer. Par contre, il y a clairement un changement qui va arriver et il faut se préparer. Ça, on ne va pas pouvoir, voilà, faut s'adapter pour survivre. Et donc, l'impact va être sur l'architecture, donc les différentes architectures qu'on peut avoir. Tout à l'heure, j'avais montré CPU, GPU, ASIC. Nous, on a différentes architectures. On a donc le CPU qui est notre produit phare sur lequel on rajoute des accélérateurs pour essayer de traiter des compressions, enfin de la compression ou d'un jeu d'instructions sur des précisions numériques assez faibles. Parce qu'on ne fait pas du HPC, on ne fait pas de simulation. On n'est pas en train de simuler une fonction de thermodynamique. On peut se permettre d'approximer. Voilà, on peut virer les virgules et généralement ça marche très bien, puisque finalement c'est juste un problème mathématique de très grande dimension qu'on essaie d'approximer avec des maths plutôt simples sur des dimensions plus petites. Enfin, il y aura un impact sur le soft. Être spécialiste d'un soft, je ne sais pas si c'est pertinent. L'obsolescence, c'est même pas une obsolescence programmée, c'est une obsolescence de facto qu'on va subir. Et puis, l'impact sur l'hardware et le soft, et l'IA elle-même. Est-ce qu'elle va remplacer ou est-ce qu'elle va juste nous accompagner? Et donc, il peut y avoir certains mirages ou désillusions sur ce que c'est que les LLM. Donc, c'est un subset, c'est un sous-ensemble déjà, le mot IA pose question en vrai, enfin, en soi. Mais bon, admettons. C'est un subset, c'est une sous-catégorie de l'IA. C'est pas l'IA. C'est pas l'IA. Et puis ça ne peut pas tout résoudre, absolument pas. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de planification. Je pourrais en parler un peu plus, je pense que je pourrais en parler dans les prochains slides. Et puis il y a quelque chose d'assez aussi étonnant maintenant, c'est que la technologie avance très vite et souvent on essaye de trouver un problème pour utiliser ces modèles. Si on n'a pas de problème, tant mieux. Mais disons qu'il serait plus intuitif et plus pertinent d'avoir un cas d'usage et puis d'adapter la technologie selon le besoin. On ne va pas essayer de mettre du générative IA partout parce que c'est à la mode. Mais ça, on le voit énormément. C'est assez marrant. Enfin, 5 minutes. Pardon. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que si vous regardez un peu les benchmarks sur LLM, on fait grossir les modèles et puis on voit ce qui se passe. C'est un peu la stratégie OpenAI. D'autres ont adopté d'autres stratégies on va dire, plus malines. Et on voit certaines choses émerger, puis on les a testées sur du code, sur des maths et tout. Et maintenant, ils sont capables de générer du code. Enfin, qui est à peu près correct. Et c'est là le problème. Parce qu'on reste quand même sur des choses qui sont probabilistiques. Ce n'est pas déterministe. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de planification. Il y a quelques modèles, quelques personnes qui ont essayé de faire des choses comme chain of thoughts ou long chain, où on essaye de définir un certain nombre de tâches et puis on va les agglomérer autour d'un framework et puis Mais il n'y a pas de planification dans les réseaux LLM. Ça n'existe pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une tâche et comment transitionner d'une tâche à une autre. Ils n'ont pas la notion de dynamique entre les tâches. Mais bon, il y a quand même un changement très important. C'est quand même assez important, c'est assez déroutant pour nous impacter tous à un certain niveau. Et puis ça va très vite, très très vite. Si je devais faire la présentation là même dans, je sais pas, 6 mois, bon, j'aurais sûrement dit des bêtises, ou en tout cas, c'est sûr que ça aura beaucoup évolué. Donc on ne sait pas toujours, il faut aussi garder ce côté un peu critique sur comment ça peut avancer, où ça va évoluer, on verra. Donc, pour revenir aux programmeurs et aux développeurs, la plupart d'entre vous, je pense, ont l'habitude de coder et développer.
vous avez une problématique, enfin, on fait de l'algorithme déjà dans nos têtes, on réfléchit à la problématique, on essaie de la découper en petites tâches, et ensuite on va essayer de résoudre ça, designer un algorithme, l'écrire, puis le corriger, débugger, revenir sur l'algorithme, exposer l'algorithme via une API. Enfin, disons qu'il y a une complexité que nous, les humains, sommes capables de faire, que ces modèles-là ne sont pas capables. Ce n'est pas juste générer du code, on ne fait pas que générer du code comme ça. Donc, ça, c'est un papier que j'ai mis là, des travaux entre Intel et l'MIT sur comment éventuellement faire pousser, pousser les frontières de la génération de code. Et ils ont défini 3 principes de intention, invention, adaptation. Adaptation pour que ça s'adapte, pour que le soft s'adapte au matériel. Ça va être peut-être critique d'ailleurs. On se demande si le soft demain, ça ne va pas être quelque chose qui va être s'auto-générer pour s'adapter au matériel. C'est une piste. Donc il faut se rappeler les bases. L'IA, ou le deep learning plus exactement, ce sont des statistiques. C'est des modèles probabilistes. Il n'y a pas de garantie sur la sortie. Donc, si on est développeur et qu'on utilise Copilot par exemple, on ne peut pas juste prendre la sortie et dire « Ok, super, ça marche ». Et le problème, c'est que c'est déroutant en fait. Ça a l'air d'être correct. Alors, ça va compiler, mais est-ce que ça résout la problématique qu'on essaie de régler? Ça, c'est l'humain qui, encore aujourd'hui, doit fixer, ou en tout cas doit être dans la boucle. There is no Edge AI. Alors, Edge AI, c'est un terme encore barbare pour dire Artificial General Intelligence. Bon, une intelligence artificielle générale, pas très bien définie d'ailleurs, on ne sait même pas ce que c'est que l'intelligence à vrai dire. En tout cas, il faudrait d'abord s'accorder sur les mots. Pour faire simple, ce serait une intelligence qui soit assez flexible et adaptable pour pouvoir faire plusieurs tâches que nous, les humains, faisons. On n'en est pas là, clairement pas. Mais certains ont parlé de sentient, comme quoi il y aurait une conscience derrière les LLM ou ChatGPT, enfin. Data, bon, je pense que je l'ai dit assez, c'est le plus important. C'est très très critique. Comment préparer le dataset et comment entraîner le modèle. Et puis rapidement, donc la malédiction de la dimensionnalité. Quand on parle de modèles de 70 milliards, donc on est en train d'essayer de résoudre une fonction mathématique qui a à peu près 70 milliards inconnus. Donc impossible à un être humain de trouver une solution à ce genre de fonction. Donc finalement, on découpe et on projette les données sur des espaces plus petits et puis on essaie de résoudre à petit maillot, petite échelle, et puis on agglomère au fur et à mesure qu'on avance dans les couches successives du réseau de neurones. Donc ça, c'est très important. Et puis si on prend l'exemple ici, si on devait choisir comment générer, réduire juste un espace et essayer de générer un flag pour le compilateur ou pour un noyau, rien que ça, on va quand même pas mal galérer. Et pourtant on réduit, on essaie de trouver un seul flag. Donc on a réduit l'espace des possibles. Et on n'en est pas là encore. Donc encore une fois, gare aux illusions, les réponses sont assez pertinentes et on peut facilement tomber dans le panneau. Hein. Moi je l'ai fait, et par contre ça a marché. J'ai fait avec un langage que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas et ça a marché. Mais pour aujourd'hui, là maintenant on a encore besoin des humains, et tant mieux. LLM have no intention, intuition, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de planification. Bon maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que développeur? On peut s'en servir en fait quand même au quotidien. Comment? Il faut contraindre le modèle. Il est probabiliste encore une fois et nous on vit quand on code, c'est quand même du déterminisme. On doit avoir quelque chose de concret et que le résultat soit à 100% fiable si on veut déployer nos applications un peu partout. Il y a différentes techniques pour les brider, pour les contraindre. Ce que je disais tout à l'heure, RAG, c'est un patch. C'est en gros dire au LLM d'aller chercher d'abord l'information sur Wikipédia, mais ça peut être des données confidentielles et tout. On voit quand même pas mal d'usages sur le RAG parce que les gens veulent avoir un super moteur de recherche plus qui va taper dans leur propre database, données. Fine-tuning, c'est une forme de training. Donc on ne fait pas du training from scratch, mais on va changer un peu quelques poids ou les dernières couches du modèle. Et puis l'interaction avec des outils extérieurs, L'un des premiers à avoir fait ça, c'est Wolfram avec son outil Mathematica. Et donc Mathematica, il offre la certitude que l'output est bon.
Et donc, il y a une communication entre... il avait fait brancher Mathematica à ChatGPT. Et donc, ça, c'est une façon... Finalement, ça devient un assistant, un super assistant. Et l'importance, encore une fois, d'aller vers ces petits modèles, parce que assistant, on travaille la plupart du temps sur des machines et des laptops. On a besoin que ces assistants-là soient sur des laptops et que ça tourne sur ce qu'on appelle du commodity hardware, donc un CPU ou des petits GPU. J'ai mis quelques tips ici. Donc, on n'est pas sur du Edge AI, sinon on aurait tous plus de boulot et puis ça fera tout et puis on ira tous chez nous faire autre chose. Sûrement un truc plus sympa d'ailleurs. Mais suggestions are always valid, full automated. Ça, c'est des suggestions. On est en déterministique. On a besoin de solutions déterministiques. Et donc, decomposing cognitive tasks, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, quand on fait je ne sais pas si je fais un bœuf bourguignon, je ne vais pas me dire. Je vais d'abord aller faire les courses et puis découper, préparer les ingrédients et puis faire mon plat et tout ça. Le LLM ne sait pas découper une tâche, grosso modo, en petites tâches successives qu'il va résoudre soi-même. Il y a de la simulation. Il ne sait pas en fait découper. Il sait pas, les tasks aujourd'hui, elles sont prédéfinies par les développeurs ou par les frameworks. Ça va sûrement disparaître, mais c'est sympa pour l'instant pour faire quelques applications. Ah oui, again, AI defeats humans only on narrow tasks. Ils sont meilleurs que nous, hein. S'ils sont spécialisés, hyper spécialisés sur une tâche, oui, ils seront toujours meilleurs que nous. Ils vont beaucoup plus vite. Mais ils n'ont pas la notion d'intelligence intertâche. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Si vous voulez tester, nous on a pas mal d'exemples de notebooks. Ils sont sur ce qu'on appelle nous DevCloud. Et en fait, c'est notebook, donc du Python. Tout ce que j'ai évoqué, les différents exemples sont sur DevCloud. Et en plus, ça vous permet d'accéder à du CPU Intel, les dernières générations GPU Intel et différents accélérateurs. Et également tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur OneAPI, parce que bon, il y a quand même un travail extraordinaire qui est fait de middleware pour intégrer tout ça, et que finalement les gens se concentrent sur la partie purement développement. Donc allez-y, vous verrez, c'est assez sympa. Là, c'est le lien. Vous verrez quand on aura partagé les slides. Alors, conclusion, tout à l'heure j'avais fait exprès, j'avais pris donc, une illustration d'Escher où on voit l'illusion de la personne qui se voit. Est-ce qu'on va passer vers une illusion, enfin en gros, est-ce que ça va être 100% robot ou une sorte de mix des deux? Ce slide-là, en fait, c'est les travaux de Yosha Bar, la personne avec qui je travaille essentiellement, qui suggère ce qu'il appelle le vecteur d'intelligence. On voit ici, il y a différentes dimensions. Quand on parlait des LLM, on est sur une seule dimension, le langage. Alors aujourd'hui, on n'est plus sur du langage d'ailleurs, hein, on est plutôt sur ce qu'on appelle multimodal, donc différentes modalités. Modalités, donc l'image c'est une modalité, vidéo c'en est une autre, le texte également. On est sur différentes dimensions et en fait l'intelligence artificielle de demain, elle a besoin de prendre en compte ces différents types de dimensions. On ne peut pas juste progresser sur une seule. Nous les humains, quand on apprend, on interagit avec un monde qui est autour de nous et on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Donc il y a besoin de cette notion-là de dimensionnalité. Les différents niveaux d'intelligence, 5 minutes. Les différents niveaux d'intelligence, alors moi j'ai pas connu, les narrow tasks spécifiques, donc ça c'est tout début, donc on a une petite tâche très précise et on développe un petit, je ne sais pas, on peut appeler ça un modèle, mais qui permettait de résoudre une tâche très simple. C'était un peu les débuts. Puis ensuite, et aujourd'hui on est dans la partie deep learning où il y a une certaine flexibilité et qu'à partir des données, sans avoir à forcément tout codifier, on peut extraire de l'intelligence. Donc ce deep learning, c'est aujourd'hui là où on est. Si je vais prendre un exemple dans la partie embodiment par exemple. Ou la partie autonomie, voilà. Donc si on prend la partie autonomie, au début, quand l'automatisation avait commencé, on avait des petites tâches à résoudre très simples. Puis ensuite, là aujourd'hui, comme je disais, on est passé sur du deep learning, donc essentiellement, si vous regardez un peu tout ce qui est renforcement, où on a un objectif, le modèle a un objectif à atteindre, et il est pénalisé selon les actions qu'il prend.
Et donc, il enchaîne un certain nombre d'actions pour résoudre un problème. Donc là, on a quand même gagné pas mal de flexibilité. Le modèle est capable d'enchaîner plusieurs actions pour arriver à une solution. Si vous connaissez un peu DeepMind et ce que font AlphaGo et tout ça, c'est un peu dans cette optique-là. Le troisième niveau potentiel, ce serait d'avoir... donc là, j'avais les goal directed. Les goals sont encore définis par les humains. Self-directed, ça serait avoir quelque chose, la notion d'agent qui aurait ses propres objectifs ou qui définirait ses propres objectifs. Donc une IA qui serait capable de s'autogérer et de définir ses propres objectifs. Quoi qu'il en soit, elle aura toujours besoin, cette IA, et si on veut qu'elle soit générale, comme on dit, qu'elle puisse non seulement percevoir, mais également raisonner, planifier, apprendre, mais également apprendre de manière incrémentale, comme nous le faisons, nous les humains, et puis avoir une représentation du monde. Et voilà, je pense que c'est un peu ça l'idée sur laquelle nous travaillons, en tout cas moi personnellement avec Yosha. Nous pensons que l'avenir sera multidimensionnel d'un point de vue intelligence et non pas projeté sur une seule dimensionnalité. Et je pense que j'ai fini. Merci.